Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Bloodguard de Ceci Robson, lu par Barbara Gatto et Slimane Yefsa. À Monsieur et Madame Hart, qui m'ont aimé alors que rien ne les y obligeait. Avertissement. La Reine d'Arrow n'est pas faite pour les âmes sensibles. Bloodguard comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité de certains lecteurs, comme la violence, le gore, le sang, la mort, très présente, la mort de proches, d'amis, d'ennemis, d'animaux et de monstres. Il y est question de blessures, de démembrements, de maladies, de brûlures, de noyades, d'empoisonnement, de drogue, de flagellation, de servage, de classisme, de xénophobie, de deuil. En outre, vous y croiserez un langage obscène et des scènes de sexe explicites. Lecteur sensible, prends-en acte, attrape une arme et prépare-toi à te battre pour décrocher le titre de Bloodguard. Chapitre 1. Lys. Les roues cabossées de la charrette rencontrent un nid de poule, puis un autre, me projetant contre les barreaux de la cage. La plaie que j'ai à l'épaule heurte le métal brut. Je dois contracter les mâchoires pour ne pas grimacer de douleur. Mieux vaut éviter de rappeler aux 9 autres combattants enfermés avec moi que je suis blessé. Au lieu de quoi, je me focalise sur le sang séché de mon dernier combat qui macule toujours mes mains. Ce sang, ce n'est pas le mien, mais celui de Yular, je crois, à moins que ce soit celui de Mundag. Les 2 trolls ont été jetés avec moi dans l'arène hier et, comme nous tous, ils ont choisi le combat à mort pour pouvoir nourrir leur famille. Ils n'y sont pas allés avec la même brutalité que moi, c'est tout, ni avec le même désespoir. Croisant les bras sur la fine cuirasse qui protège mon torse nu, je lève la tête pour étudier le visage balafré du gladiateur assis en face de moi. Un ogre. 2 défenses proéminentes dépassent de sa bouche et se dressent devant sa lèvre supérieure. La gauche est brisée et l'extrémité déchiquetée dans le prolongement de la profonde entaille qui s'étire de sa bouche à son oreille. Son regard surprend le mien et se durcit pour me faire comprendre qu'il a encore de la combativité à revendre. Je rétorque avec un regard non moins éloquent, afin qu'il sache que je suis, quant à moi, prêt à tout. Une corne retentit, annonçant notre arrivée, et l'ogre détourne la tête en reniflant avec hargne. Inutile de faire monter la sauce maintenant. On ne sera peut-être même pas amené à s'affronter aujourd'hui. Tandis que la dernière note de l'instrument s'évanouit dans le vent, je suis pris de vertige en songeant que c'est peut-être la dernière fois que j'entends ce son. L'arène est tellement imprévisible. La charrette ralentit à l'approche du mur d'enceinte qui encercle l'amphithéâtre. De lourdes chaînes cliquettent, et les massives portes en bois s'ouvrent dans un grincement morcelé. Au fur et à mesure que les battants s'écartent, un mot scandé enfle au sein de l'édifice, grondant tel le tonnerre et se répercutant jusque dans notre cage. Bloodguard. À côté de moi, Sullivan, le vétéran, crache sur le sol. « Les salauds !» grommelle-t-il. Je lui jette un regard appuyé, sourcils arqués. Son molar a failli atterrir sur ma chaussure, mais il me décoche un sourire. Sullivan est un humain comme moi, mais la ressemblance s'arrête là. Sa peau est très claire et ses cheveux ont une couleur de paille délavée là où j'ai le teint bruni à force de m'entraîner dehors et les cheveux noirs comme le goudron. Ils sont aussi crasseux chez lui que chez moi, c'est-à-dire. Sa barbe hirsute est peut-être plus longue que la mienne, mais elle couvre à peine les furoncles qui lui boursouflent le cou au-dessus de son armure. Sullivan est un vieux gladiateur robuste. Mesurant un peu plus de 6 pieds, il me dépasse légèrement et compense par la taille les 20 ans qui nous séparent. Ça ne fait pas de lui le meilleur pour autant, mais clairement quelqu'un qu'il faut tenir à l'œil. « Je veux devenir forgeron », m'a-t-il confié un jour. « Je passerai ma vie à fabriquer les armes dont je n'aurai plus jamais besoin. » Puis, il a dardé ses yeux bleus sur les miens. « Et toi, gamin ?» « Moi, je serai celui pour qui tu fabriqueras ces armes. » 3 ans plus tard, j'en suis à me dire qu'il a vu juste. J'avise son avant-bras sur lequel sont tatoués une ronce et une épée, symbolisant respectivement ses 2 dernières victoires. Plus que 2 victoires pour obtenir la rose et la couronne, et il retrouvera enfin la liberté. Le petit vénard.
Je déplace mon poids sur le banc trop dur, tandis que le public scande de plus en plus vite. « Blood guard! Blood guard !» Un jeune gladiateur aux muscles visiblement plus développés que le cerveau semble galvanisé par l'effervescence de la foule. Il lève le poing au-dessus du nuage de boucles noires qui surmonte sa tête et bugle un slogan tout droit tiré du tract de recrutement qui nous a, pour la plupart, entraînés dans ce merdier. « Le combat pour l'or! La victoire pour la gloire !» La gloire n'a jamais apporté grand-chose au cadavre, marmonnai-je. « On a été nourris aujourd'hui, c'est déjà ça », relativise Sullivan, avant d'être pris d'une quinte de toux qui se solde par un autre crachat. Il est malade depuis des semaines, et se donne beaucoup de mal pour le cacher. La faiblesse est la première cause de mortalité ici, suivie de près par la stupidité. Ce que le sorcier installé sur le banc face au nôtre n'a pas l'air d'avoir compris. Il considère Sullivan avec une moue indignée qui jure sur son visage glabre, au teint blême. Sullivan l'apostrophe en souriant. « C'est quoi ton problème? Mon glavio te dégoûte? Faut te faire une raison. T'es aussi foutu que moi. » Des étincelles magiques animent les yeux sombres du sorcier. « C'est toi qui me dégoûte. »« Pourquoi? Tout le monde n'a pas la chance d'être un seigneur mignonnet comme toi. » raille Sullivan. Le sorcier se jette sur lui, mais je le coupe dans son élan en plaquant mon pied sur son torse et le force à se rasseoir. « Garde ton énergie pour l'arène. » Le sorcier me dévisage, bouche bée. Il ne s'attendait sûrement pas à une telle force et une telle rapidité de ma part. On me sous-estime souvent. C'est sans doute grâce à ça que je suis toujours là. Sullivan me donne un coup de coude. C'est ballot qu'il ait besoin de son bâton pour canaliser sa magie, hein, Lys? Dommage qu'il l'ait bousillé pendant son dernier combat, ajoute-t-il sur un ton faussement désolé, en fracassant le crâne d'un ogre avec, si ma mémoire est bonne, ce qui lui a permis de remporter la victoire et de se retrouver aujourd'hui dans notre petit groupe de 10. Mon regard suffit à clouer le sorcier sur place. Rien de compliqué. Mes traits doivent refléter la rage et l'amertume qui palpitent dans mes veines. Les siens n'expriment que de la terreur à la perspective de l'affrontement qui l'attend. Sans son bâton, il n'a aucune chance. Et il le sait. Une fois le combat entamé, le règlement nous autorise à utiliser tout ce qui se trouve à notre portée dans l'arène. Toutefois, même en admettant qu'il déniche un bâton de magicien dans le tas de boucliers, d'épées et autres lames mis à notre disposition, il n'aura pas le temps d'y insuffler son pouvoir, sans compter qu'il est faible et affamé, comme nous tous. « J'ai une famille », bredouille-t-il sous le feu de mon regard meurtrier. « Ma femme et mes enfants ont besoin de moi. » Les sorciers, comme les elfes et tous les êtres dotés de pouvoirs magiques, ont du mal à procréer. Il est donc peu probable qu'il ait des enfants, et plus plausible qu'il cherche à inspirer la pitié. Pas de bol. Il a toqué à la mauvaise porte. Sullivan éclate de rire, bientôt imité par les autres gladiateurs. Des larmes de colère se mettent à dévaler les joues du sorcier, dessinant des sillons dans la crasse. Tu m'étonnes. Ceux qui ont peur finissent toujours par pleurer. Ça ne me fait pas rire, mais je ne compatis pas non plus. Des êtres chers, nous en avons tous. Ça ne lui donne pas de statut spécial. Mon cœur se serre alors que je songe à ma petite sœur, son corps ravagé par la maladie et notre pauvreté qui nous empêche de faire appel à un guérisseur digne de ce nom, mais je m'empresse d'évacuer ces vaines émotions. Là, tout de suite, ma compassion ne lui est d'aucun secours. Elle a surtout besoin que je me concentre et que je gagne. Au fur et à mesure que nous approchons de l'édifice principal, les clameurs s'intensifient. J'essaie de me laisser porter par toute cette ferveur. Mais ça fait des années que ça dure, ces conneries. Et j'ai de plus en plus de mal à entrevoir l'or et la gloire derrière chaque combat. Les belles promesses, être logé, nourri et gagner de belles sommes à envoyer à nos proches, n'étaient qu'un leurre. Comme les autres gladiateurs entassés dans cette cage, je me suis laissé piéger et j'ai rejoint Harrow, le royaume le plus riche d'Old Earth. Au début, ce pays a vraiment dépassé toutes mes attentes. Hélas, un mois à peine après mon arrivée, la reine a été victime d'une tentative d'assassinat qui l'a plongée dans un profond coma.
Très vite, les jeux destinés à former l'élite des guerriers d'Old Earth ont radicalement changé. Fini les jours heureux agrémentés de repas copieux et de périodes de repos qui laissaient au corps le temps de se refaire. Fini l'époque où nous étions encensés lorsque nous parvenions à vaincre un adversaire sans porter de coup fatal. Désormais, les conditions de vie déplorables ont raison de la plupart d'entre nous. L'arène achève les autres. Ceux qui tiennent encore debout se voient récompensés d'une soupe d'orme féerique qui ne rassasie jamais et d'une rétribution dérisoire pour chaque victoire. Malgré tout, le moindre gain, même 3 fois rien, peut aider nos familles. Et du bouillon froid, ça reste un moyen de subsistance. Reste focalisé sur ton objectif. Je lève la tête au moment où la façade de l'amphithéâtre apparaît dans mon champ de vision. Démonstration spectaculaire d'architecture elfique. L'édifice est bâti en pierre scintillante. Chacun des arcs qui marquent les entrées réservées aux spectateurs est surmonté d'une statue représentant un Bloodguard, titre créé à l'origine pour les 8 premiers généraux de l'armée d'Arrow. Ces derniers semblent monter la garde. L'entrée principale, quant à elle, peut s'enorgueillir de la statue la plus colossale. Un phénix, symbole du royaume. Ça commence à sentir la victoire ultime, hein? Sullivan fait écho à mes pensées. Pourtant, je décèle une pointe de désillusion dans son regard. L'espoir est une notion tellement vaine, dans un endroit tel que celui-ci, qu'il est difficile de s'y raccrocher, même en étant si proche du but. Car il ne lui reste plus que 2 combats à remporter. 4 pour moi. 4 victoires, au terme d'une centaine de combats qui me paraissaient insurmontables, et je remporterai le titre de Bloodguard. Je deviendrai officiellement un citoyen d'Arrow. Je serai riche. Je pourrai offrir à ma famille tout ce dont nous avons toujours manqué. Au moment de pénétrer dans la galerie qui s'enfonce sous le Colisée pour desservir les écuries souterraines ainsi que les espaces de transit, les chevaux sélènes de notre attelage s'arrêtent et hésitent. Mais un coup de fouet ne tarde pas à les convaincre d'avancer. Plus grands que la moyenne et dotés d'un large poitrail, ces équidés doivent leur nom à la lueur qu'ils émettent, semblable à celle de la lune. Leurs membres antérieurs, particulièrement longs, et leurs hanches très larges, leur confèrent plus de force et les rendent plus à même de tracter notre lourde charrette. Il règne une chaleur suffocante aujourd'hui. Aussi, l'ombre du sous-sol nous offre-t-elle un répit bienvenu. Mais nous avons à peine le temps de le savourer que nous sommes assaillis par la puanteur humide du crottin de cheval et de la mort. J'en ai le souffle coupé. Putain, c'est atroce, grogne Sullivan en se pinçant le nez. Je ne me donne pas cette peine. Arrivés à l'autre bout de la galerie, les chevaux sélènes amorcent la montée qui nous ramène vers la surface, et nous débouchons dans l'arène. Là, les animaux hésitent de nouveau, comme s'ils percevaient l'odeur du sang qui imprègne le sol. Il paraît que le sable qui couvre l'arène était autrefois aussi blanc que la neige des montagnes d'Amdar, lance le jeune novice d'une voix émerveillée. Petit nouveau a appris par cœur ce maudit prospectus de recrutement, on dirait. Nous braquons tous le regard sur le sol de l'arène. Avec le déferlement de violence de ces 3 dernières années, il n'en reste qu'une surface grisâtre, à l'aspect sinistre. Le cocher pousse un juron et fouette une nouvelle fois l'attelage qui se remet abruptement en branle en nous propulsant tous à l'avant de la cage. Cette fois, je ne peux réprimer une grimace. « Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous balancer cette fois, vous croyez ?» demande Sullivan en se grattant distraitement sous le plastron de sa cuirasse. « Une paire d'élans cracheurs de feu de Canvol ?» suggère une naine en frottant ses mains sur ses cuisses. « Ces saletés sont capables de te rôtir aussi sec s'ils ne t'ont pas dévoré avant. » Elle porte un anneau au septum et ses cheveux gris sont rassemblés dans une épaisse tresse. « Il faut s'attendre à tout, » dis-je d'un ton blasé. En général, nous sommes répartis par 2, et nous nous affrontons en duel. Mais il n'est pas rare que quelques monstres soient invités à la fête, histoire de pimenter un peu le tout. Et puis, même si ce n'est pas une règle officielle, tout le monde sait que plus un combattant se rapproche du titre de Bloodguard, plus les organisateurs se démènent pour tenter de l'éliminer.
Je prends une profonde inspiration. Surtout, ne pas se laisser déconcentrer par le fait que seuls 2 gladiateurs ont réussi à remporter le titre depuis mon arrivée à Harrow et depuis l'accession au pouvoir du grand seigneur. Qui, ou quoi que ce soit, je vais pas tourner autour du pot et m'en débarrasser tout de suite. Je serai si vite vainqueur que vous aurez à peine le temps d'admirer le spectacle, déclare Sullivan, adossé au barreau, comme si ça ne le tracassait pas le moins du monde. Ces fanfaronnades m'arrachent presque un sourire, mais la charrette entame son tour de piste, et l'atmosphère devient lourde dans la cage. « Bloodguard! Bloodguard !» J'étire ma mâchoire d'un côté et de l'autre dans l'espoir d'évacuer un peu de tension. Par tous les cieux, je ne m'habituerai jamais à l'immensité de cette arène. Sur cette surface de combat monumental, nous sommes insignifiants. De vulgaires grains de poussière sur un tableau de maître, de minuscules arbrisseaux perdus dans l'immensité d'une forêt titanesque. Comme toujours, j'essaie de me convaincre que ça n'a aucune espèce d'importance. Comme toujours, je sais que c'est faux. Il y a la place pour fuir, c'est certain, mais nulle part où se cacher. Je me redresse sur le banc en maudissant l'impatience de certains de mes petits camarades. Aujourd'hui, les spectateurs portent des tenues colorées et c'est une foule bigarrée qui remplit les gradins. Le contraste est saisissant avec le noir qui était de rigueur depuis un mois. Un nœud d'angoisse se forme dans mon ventre. Merde alors, lâche Sullivan. La période de deuil est terminée. Finit par grommeler la naine à voix basse avant de se plonger dans l'examen attentif de ses bottes. Personne ne relève. Et un silence pesant s'installe, tandis que nous évaluons l'impact de cette nouvelle sur nos prochains combats. Jusque-là, le grand seigneur modérait sa soif de sang par respect pour la reine, dont la mort est survenue le mois dernier au terme de près de 3 années de coma. Les paris s'étaient calmés aussi, personne ne voulant paraître irrespectueux dans ce royaume confronté à la perte de sa monarque bien-aimée. J'allonge à nouveau ma respiration, en me focalisant sur mon cœur, afin d'en apaiser les battements. Paniquer ne me servira à rien si ce n'est à me faire tuer plus vite. Car aujourd'hui, le grand seigneur va certainement vouloir compenser le manque à gagner de ces dernières semaines et offrir un spectacle grandiose en jouant avec notre vie et avec notre mort. Aujourd'hui, personne n'est sûr d'en réchapper. Personne. Chapitre 2. Lys. Concentré sur mon prochain combat, je resserre avec les dents le bandage ensanglanté de ma main gauche, tout en étudiant le public. Les signes de richesse s'amenuisent au fur et à mesure que l'on grimpe dans les gradins en pierre. Des 3 anneaux concentriques qui composent ces derniers, le plus large, situé au sommet, est attribué à la classe populaire et occupé par un océan de tenues simples et fonctionnelles en coton. L'anneau du milieu, réservé à la classe moyenne, regorge de soieries, mais celles-ci font pâle figure à côté des toilettes luxueuses de l'anneau le plus proche de la reine, celui de la noblesse. Conçu dans les étoffes les plus fines et rehaussé de pierres précieuses et d'or, les habitants des nobles scintillent et donnent à leur tribune des allures de coffre au trésor. 8 larges escaliers répartis à intervalles réguliers desservent les rangées de sièges. Les preneurs de paris, reconnaissables à leur toge jaune éclatant, dévalent et montent les marches pour empocher les mises qu'ils troquent contre des coupons. Maintenant que le public nous a aperçus pendant notre tour de piste, les mises grimpent en flèche. Le portrait de chaque gladiateur est peint sur de grands étendards fixés côte à côte au-dessus de la plus haute rangée de gradins. Aucun nom ne figure sur ces banderoles publicitaires qui occupent tout le périmètre de l'amphithéâtre. Je ne peux m'empêcher de les passer en revue jusqu'à ce que je tombe sur le visage familier de Sullivan. Et il s'avère que les cotes jouent contre lui. Un frisson court sur ma peau. Merde. Comme Sully n'est plus qu'à 2 combats de remporter le titre de Bloodguard, sa cote est particulièrement élevée et les estimations le présentent comme favori. Aujourd'hui, certains vont gagner des fortunes, d'autres en perdre.
Sullivan suit mon regard et un grondement sourd lui remonte de la poitrine. Les enfoirés. En temps normal, nous aurions été ravis de cette position privilégiée et de la perspective de repartir avec quelques sous de plus en cas de victoire. Mais pas aujourd'hui. Avec une telle cote, la maison ne gagne que 6 sulipères. Et je soupçonne le grand seigneur Vitor de nous avoir concocté une petite surprise de son cru. À Harrow, tout est corrompu, à commencer par le grand seigneur et son fils. Les chevaux Sélènes s'immobilisent en hennissant devant la tribune d'honneur du régent d'Harrow. Composée de 4 rangées d'invités triés sur le volet, cette dernière se situe 8 pieds au-dessus du sol de l'arène, assez bas pour que ces nobles puissent s'immerger dans le sang et la violence, mais pas trop pour ne pas prendre de risques. Dans cette loge officielle, la figure du phénix est représentée en rouge et plume orange. Personne n'a aperçu ce fichu volatile depuis qu'il a été éliminé il y a un bon siècle, mais on continue à tomber dessus à chaque fois que l'on a affaire à l'aristocratie. La légende raconte que l'oiseau mythique a permis à Harrow d'arracher la victoire à ses ennemis avant d'être tué au cours de la bataille finale. Pendant des décennies, ils ont attendu qu'il renaisse de ses cendres, mais ce n'est jamais arrivé. Il me paraît absurde de continuer à idolâtrer cette créature. Mais il faut dire qu'à mon sens, les 3/4 des décisions des nobles sont ridicules. Brusquement, un garde ouvre la porte rouillée de la cage et nous en jaillissons un par un pour former 2 rangées sur la piste sous les gloussements réjouis du public. Je roule les épaules et lève les yeux vers la tribune royale. Des sadiques, tous. « Je devrais foutre le feu à ce podium », dis-je. Le rire de Sullivan se mue en quinte de tout. « Allons, gamin. Regarde, tous tes fans sont là. » tempère-t-il, en désignant une section des gradins de la classe moyenne, sur notre droite. En effet, une poignée de spectateurs arborent des écharpes aux couleurs qui m'ont été attribuées. Rouge et violet. Mais je ne leur accorde aucune attention et reporte mon regard sur la tribune d'honneur. Les prochaines minutes seront déterminantes. Je vais découvrir si j'ai une chance de survivre. Ou pas. Le preneur de paris du grand seigneur, un humain court sur pattes affublé de lunettes rondes qu'il porte sur le bout du nez et d'une pauvre touffe de cheveux blancs derrière chaque oreille, nous jauge chacun à notre tour, mais évalue notre destin sur son registre. Ensuite, d'un geste théâtral, il tend le parchemin au grand seigneur Vitor, le régent d'Harrow, assis au premier rang comme le veut son statut. Le grand seigneur jette un coup d'œil au registre. Ses épais cheveux noirs, rassemblés dans une tresse qui prend naissance au sommet de son crâne et descend en serpentant jusque dans le bas de son dos, tranchent avec son teint pâle et ses oreilles pointues. On ne lui donnerait guère plus de 40 ans, mais les elfes peuvent vivre plusieurs centaines d'années, alors il est impossible de déterminer son âge avec certitude. Il porte l'habit traditionnel des elfes, pantalon et veste ample en soie d'or, naturellement, mais mon petit doigt me dit que c'est pour souligner sa carrure musclée peu commune pour un elfe plus qu'autre chose. Tout ce que fait cet homme est calculé. Le grand seigneur échange un regard avec son fils, assis à sa gauche. Il ne prononce pas un mot, mais il est évident qu'un combat muet se joue entre les 2 hommes. Le premier finit par adresser un petit signe de tête au second, puis reporte son attention sur le preneur de paris. Il lui rend le registre, en disant quelque chose qui fait bondir les sourcils du petit homme très haut sur son crâne. Toutefois, sa stupeur ne l'empêche pas de tracer plusieurs grands traits avec sa plume et de recommencer à griffonner. La façon dont le grand seigneur contracte la mâchoire me donne la chair de poule. Il se tourne à nouveau vers son fils et lui adresse sèchement une remarque qu'il m'est impossible d'entendre. Pâle copie du père physiquement, le général Soro a aujourd'hui revêtu sa panoplie militaire complète avec la veste bleu marine tirée à 4 épingles dont les 2 pans sont couverts de médailles rondes en or. Bien sûr, le général n'a pas servi un seul jour dans l'armée et ce titre autoproclamé est aussi creux que son porteur. Le ton est virulent entre père et fils. Aucune trace d'amour dans leurs échanges. Et, au terme d'un débat houleux, le grand seigneur tourne le dos à son héritier,
le chassant ostensiblement de ses pensées, pour s'adresser au preneur de paris. Le visage de Soro se crispe, puis il braque son regard sur moi. Un rictus cruel soulève un coin de sa bouche, comme s'il se réjouissait d'avance de ma mort en particulier. D'un petit coup de coude, Sullivan arrache mon attention de la tribune royale au profit des autres gladiateurs alignés. « Ils peuvent me coller avec qui ils veulent. J'ai un bon pressentiment aujourd'hui. » Apparemment, il n'a pas remarqué l'échange entre Victor et son fils. Il a employé ce temps à jauger nos adversaires potentiels. La naine est très forte. Elle est robuste et a la peau dure, mais les nains ont tendance à manquer de vitesse. Les autres ne sont pas redoutables, pas plus que Sullivan et moi en tout cas. Il a raison. Nous devrions réussir à nous qualifier pour le tour suivant. Tout malade qu'il soit, Sullivan est coriace et dangereux. C'est aussi le seul gladiateur que je me risque à considérer comme mon ami. Depuis que nous nous sommes rencontrés, nous avons conclu une sorte d'accord tacite qui consiste à ne pas nous en prendre l'un à l'autre, à moins de nous retrouver face à face dans un combat, ce qui jusqu'à présent n'est jamais arrivé. Sans doute parce que la maison aurait beaucoup à perdre en cas de défaite de celui de nous deux sur lequel elle aurait misé. Mais un jour viendra où le jeu l'emportera sur le risque. Tout ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas pour aujourd'hui. Tandis que j'observe les autres concurrents, je ne peux m'empêcher de croiser les doigts pour que ce soit l'un d'eux qui meure sous les coups de mon épée plutôt que Sully. Une énorme cloche retentit. Il est temps pour les spectateurs de placer les derniers paris et pour nous de regagner notre cage. Ensuite, la charrette reprendra la direction du sous-sol où nous attendrons d'être appelés pour combattre. « Prêt, Lys ?» demande Sullivan. « Prêt à quoi ? Mourir ? Tuer ? Peu importe, j'acquiesce. » La naine se redresse et se frappe la poitrine en grognant. Un couple d'elfes originaires du même pays que moi fait signe à la foule. Leurs bras fins et élégants remuent tels des roseaux dans le vent. Ceux-là, je dois les tenir à l'œil. Les apparences sont trompeuses et les elfes peuvent déployer une force étonnante. Deux adversaires plus récents, un minotaure et un métamorphe, se joignent à eux en bandant les muscles. Tous essaient de convaincre la foule de miser un maximum sur eux. Ils s'imaginent que ça leur permettra d'empocher plus à la fin. Bonne chance, les gars. Les primes prévues pour les gladiateurs ont presque toutes disparu dès l'instant où les organisateurs ont commencé à intégrer des criminels parmi les compétiteurs. Sullivan et moi ne perdons pas de temps à charmer le public. Lui se contente de se faire craquer le cou d'un côté, puis de l'autre, et je m'étire les mains. L'entaille que j'ai à la paume gauche me brûle, tout comme la plaie que m'a laissé un coup de hache à l'omoplate gauche. Sentant de nouveau l'attention de Soro se focaliser sur moi, je lève la tête. Je m'attends à une expression menaçante pour avoir osé le regarder se faire rabrouer par son père. Mais non. Il se contente de soutenir mon regard en me jaugeant tandis que son voisin, un jeune seigneur humain, rit de ce qu'il vient de dire. Je ne crois pas me souvenir de ce seigneur qui, avec ses cheveux verts aux pointes ornées de pierres précieuses colorées, a des allures de paon à la queue déployée. En tout cas, il est visiblement enchanté d'avoir été convié dans la tribune royale et il fait tout pour attirer l'attention de Soro. Il désigne les deux rangs de gladiateurs en faisant une réflexion, et tous deux s'esclaffent, ce qui me donne de nouveau une furieuse envie de foutre le feu à tout ça. À la gauche du seigneur Pan, il y a un siège inoccupé, puis deux autres seigneurs. Le premier, d'un certain âge, a les cheveux grisonnants et la peau brune. L'autre, à peu près de mon âge, a le crâne rasé des deux côtés et de longues tresses noires au milieu. Un style prisé dans l'armée ici. Contrairement aux autres, ces deux-là n'applaudissent pas, ne rient pas, ne se précipitent pas pour placer des paris. Pourquoi ? Tout à coup, les quatre hommes tournent la tête en direction d'une elfe élégante à la peau couleur cannelle et aux pommettes hautes qui s'avance vers eux. Grande, dotée de formes généreuses, elle remonte le premier rang avec la grâce d'un ruisseau qui s'écoule pour rejoindre la tribune royale. Sans son allure noble, je l'aurais prise pour une spectatrice de la classe moyenne. Une simple cape à capuche lui enveloppe les épaules, sous laquelle on devine une robe bleue, certes de bonne confection, mais plutôt quelconque et dépourvue de fioritures typiques de la noblesse. Lorsqu'elle rejoint avec grâce la place libre à côté du seigneur Pan,
L'homme d'un certain âge assis à sa gauche la prend dans ses bras et l'entraîne dans une chaleureuse étreinte. Puis elle s'installe, ôte sa capuche et coince ses cheveux bruns ondulés derrière son oreille pointue. Cette jeune femme a beaucoup de prestance. Elle est posée et couverte de cicatrices. De fines marques de brûlure en relief, qui partent sous sa mâchoire, s'épaississent et se ramifient en parcourant tout son cou. Sa poitrine doit être encore plus abîmée. Mais elle serre les pans de sa cape contre elle, si bien qu'il m'est impossible de l'affirmer. Les elfes ont une très longue espérance de vie et guérissent vite. C'est la première fois que j'en vois une avec des stigmates aussi sévères. Le seigneur Pan la considère d'un air désapprobateur et s'empresse de lui rabattre sa capuche sur la tête en la réprimandant. Elle l'enlève de nouveau et lui décoche un regard furieux, mais ne bronche pas. Soro se penche en face du seigneur Pan pour parler à l'elfe, qui croise les bras sans desserrer les dents, comme si elle prenait beaucoup sur elle pour ne pas leur en coller une à tous les deux. Soro se rassied correctement avec un petit sourire satisfait et arrogant. Quoi qu'il ait dit, sa pique a visiblement fait mouche. L'elfe frotte avec précaution sa robe de coton, les yeux rivés quelque part au-dessus de nos têtes comme si elle ne voulait pas croiser le regard de ceux qui ne sont pas dignes de son rang. Et puis quoi encore ? Merde. Je me redresse le plus possible en serrant les poings, et la dévisage en plissant les yeux pour exiger qu'elle me voie, moi. Comme si elle avait répondu à l'appel. Elle baisse un peu la tête et nos regards s'accrochent l'un à l'autre. Nous ne bougeons plus. La terre peut continuer à tourner sans nous. Elle n'est qu'à 12 pieds de moi, et quelques pieds de haut, si proche que j'ai presque l'impression de pouvoir la toucher. Pourtant, elle pourrait tout aussi bien se trouver dans un autre royaume. Tandis que je l'observe, ses joues rosissent, mais elle ne détourne pas la tête, pas même lorsque je hausse un sourcil provocateur. Une émotion que je ne suis pas certain de reconnaître illumine ses traits délicats. Pendant un instant, pas plus long qu'un battement de cils de fée, je ne suis plus une arme ambulante, ni un visage qu'il faudra bientôt oublier, mais simplement un homme. Bon sang, je ne m'étais plus senti aussi humain depuis des années. Soudain, elle lève le menton et se détourne, et c'est comme si elle me rejetait. Je suis brutalement ramené à ma réalité infernale. Je devrais le savoir, pourtant, qu'il est inutile de chercher le respect de l'un de ces connards. J'ai cru qu'elle m'offrait quelque chose, une chose qui me manque depuis trop longtemps, mais elle a tout repris d'un simple mouvement et me rappelle douloureusement où est ma place. Le seigneur Pan darde sa mine furieuse sur elle, puis sur moi. Je fais semblant de ne pas l'avoir remarqué, mais la colère qui enfle dans ma poitrine me pousse à écarter les bras et à interpeller cette femme. « Qu'est-ce qui ne va pas, princesse ? On se sent un peu sale d'apprécier ce qu'on a sous les yeux ?» lançai-je haut et fort. Elle s'intéresse tout à coup à ce qui se passe sur sa gauche, se détournant de son compagnon et faisant comme si nous n'avions pas échangé de regard enflammé une minute à peine auparavant. Le seigneur Pan me dévisage, les traits déformés par la haine. Je le nargue. « Quoi ? Tu crois que tu peux me battre ? Allez, viens, connard ! On va bien voir !» Mes articulations craquent lorsque j'écarte les jambes pour me mettre en position de combat. « Bordel, gamin, qu'est-ce que tu fous ?» me souffle Sullivan, mais je ne me donne pas la peine de répondre. La vérité, c'est que je n'ai pas la moindre idée de ce qui me prend. Le seigneur Pan se lève d'un bond, la main sur le manche de son épée. La jeune elfe se lève à son tour et lui tire sur le bras en parlant vite. Le seigneur se débarrasse d'elle d'un mouvement brusque, avance et pose le pied sur le parapet en pierre. Il a l'air prêt à en découdre avec moi. Les nobles ont le droit de se battre en duel avec quiconque les a offensés, y compris un gladiateur. Toutefois, si le duel survient au sein de l'arène, le noble accepte de se battre jusqu'à la mort, exactement comme nous. « Philippe, Philippe, ne faites pas ça !» le supplie la jeune femme, plus fort cette fois. « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. » Pour lui acheter des robes plus somptueuses, sans doute. Cette agitation finit par attirer l'attention du grand seigneur Vitor, qui semble sur le point d'intervenir, lorsque son cher fils, Soro, j'ai de la merde à la place du cerveau, se penche en avant. Un sourire cruel danse sur ses lèvres jusqu'à ses yeux.
Il dit quelque chose que je ne parviens pas à entendre au seigneur Pan, qui contracte les mâchoires et grimpe cette fois tout à fait sur le parapet en pierre. « Tu vas payer pour cet affront, sale chien !» éructe-t-il à mon intention, épaules crispées. Les deux seigneurs assis de l'autre côté de la jeune femme aux cheveux bruns se jettent sur lui, mais trop tard. Le seigneur Pan saute dans l'arène et brandit son épée et sa colère. Il frappe, j'esquive, et lui décoche aussitôt un crochet du droit. Mon poing ne suffit pas à l'assommer, mais l'homme est suffisamment sonné pour lâcher son arme. Je m'en empare et frappe au moment où il se redresse. Des années que je n'avais plus vu un acier de qualité aussi belle. Le tranchant est si effilé que c'est à peine si je ressens un soubresaut au moment où je lui sectionne l'échine. Chapitre 3. Lys. Je jette l'épée à côté du corps décapité, tandis que la jolie elfe regarde la tête de son compagnon rouler dans le sable imbibé de sang. Le public est debout, exalté par ce combat imprévu qui vient de lui être offert, mais moi, je reste focalisé sur la jeune femme. Je viens de décapiter son partenaire. Comment va-t-elle réagir ? Elle écarquille les yeux de surprise, mais ça ne dure qu'une fraction de seconde. Ensuite, elle se tourne vers le régent. Il hoche la tête, comme s'il l'avait entendu. Elle désigne l'une des entrées et il hoche la tête une seconde fois. Après quelques mots, elle rabat sa capuche sur sa tête et s'éloigne d'un pas furieux. Cette femme est froide. Elle n'a pas poussé le moindre cri ni versé la moindre larme. Eh bien, on est pleine de surprises, dites-moi. 4 hommes âgés émergent des grilles qui mènent au sous-sol. 2 d'entre eux emportent le corps de Philippe, tandis que le 3e se charge de sa tête. Le 4e verse un peu de sable gris, passe le râteau pour faire disparaître le sang, puis ramasse l'épée et rejoint ses 3 camarades. Dommage, c'était vraiment une très belle épée. Je reporte mon attention sur les nobles les plus importants, le grand seigneur Vitor et le général Soro. En théorie, ils ne peuvent rien me faire, mais j'ai appris qu'il ne fallait jamais être sûr de rien avec ces rats. Vitor adresse une remarque à son preneur de paris, qui s'empresse d'écrire sur son registre en acquiesçant. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais ce ne doit pas être en ma faveur si j'en juge par le sourire que Soro a du mal à réprimer. Sur le point de me frotter les mains sur les cuisses, je me ravise à temps. Pas question de lui donner le privilège de penser que j'ai les mains moites. Tout à coup, les tambours se mettent à retentir dans le stade et mon pouls s'accélère. Le moment d'annoncer les combats est venu. Nous regagnons notre cage. Certains gladiateurs tentent de prendre une allure détendue, feignant un courage qui s'est envolé depuis longtemps. D'ordinaire, on nous ramène dans les écuries où nous attendons notre heure, comme si ces jeux n'étaient déjà pas assez cruels. Nous ne savons jamais à l'avance qui ou ce que nous devrons affronter, ni dans quel ordre nous serons appelés. Mais aujourd'hui, la grille de la cage se referme avant que nous ayons rejoint la charrette. Les autres gladiateurs s'étonnent à voix basse de ce changement dans le protocole, mais la suite du programme ne tarde pas à se préciser. 4 aigles bruns roux apparaissent au sommet de l'amphithéâtre en serrant de gros sacs dans leurs serres. Leur corps fait 2 fois ma tête et l'envergure de leurs ailes déployées 2 fois ma taille. Ils plongent vers le centre de l'arène et lâchent leur chargement avant de repartir vers le ciel dans un bruissement frénétique de plumes. 2 gardes, des ogres massifs, s'avancent d'un pas lourd et renversent les sacs, répandant leur contenu sur le sable gris. Une pluie d'armes et de boucliers. Au moment où ils terminent, d'autres aigles surgissent et larguent d'autres sacs qui s'écrasent dans un bruit sourd au milieu de l'arène. J'échange un regard avec Sullivan, et un nœud se forme dans mon ventre. Il y a bien plus d'armes que d'habitude, assez pour que chaque combattant de notre groupe puisse au moins en choisir une. Et au lieu de nous rassembler et de nous ramener dans les enclos, les gardes poussent une première rangée de gladiateurs vers le centre de l'arène. Leurs pieds lourds soulèvent des nuages de poussière et de sable que le vent emporte telles les cendres d'un défunt. « Rangée suivante !» bugle un garde humain. Ma poitrine se serre. « Ils ne vont pas nous attribuer un adversaire chacun », constate Sullivan, la mine lugubre, sans écouter le garde. « On va tous devoir se battre en même temps, et ce sera chacun pour soi. » Mon souffle est de plus en plus court et douloureux.
Nous n'allons donc pas nous affronter en duel contre un adversaire de leur choix, homme ou bête féroce, mais tous nous entretuer. Déjà haut dans le ciel, le soleil est en train de cuire la profonde plaie que j'ai dans le dos, mais c'est à peine si je le sens tant j'ai les tripes qui se tordent. « Rangée suivante !» Braille le garde. J'avance, et Sullivan me suit en crachant dans le sable. Il est très malade. Je suis blessé. Mais rien ni personne ne nous arrêtera. Dans l'arène, on ne peut pas se le permettre. Il n'y a que la victoire ou la mort. Poussés vers la sortie, les chevaux s'élènent et hennissent, puis la charrette se met en branle bruyamment, faisant sursauter le sorcier de notre groupe. La mort alourdit l'atmosphère, plus palpable que la pellicule de sable qui s'est posée sur notre peau. Parmi les armes entassées, je repère une épée et une dague qui pourraient m'être utiles. Il y a aussi un plastron d'armure en métal, un peu plus efficace que ma fine protection en cuir, mais les secondes que je perdrai à l'enfiler risquent de me coûter la vie. Tout à coup, le roulement de tambour s'accélère, rattrapant presque le rythme effréné de mon cœur. Avant de s'arrêter net, le silence s'est abattu sur la foule. « Halte !» éructe un garde. « Tournez-vous !» Comme un seul homme, nous pivotons face à la tribune royale. Dans mon esprit, les pensées se bousculent. Qui faut-il que j'élimine en premier ? De quels adversaires dois-je me débarrasser au plus vite ? Tous, mais pas Sully. Pas mon ami. La voix du grand seigneur Vitor s'élève. 100 ans ! Amplifiée par un sortilège, elle résonne à travers l'imposant édifice. 100 ! Répète le public, extatique. Des milliers de gladiateurs ! Clame le régent. Les spectateurs hurlent leur enthousiasme à l'idée d'en voir 10 de plus à l'action. Mais aujourd'hui, nous aurons droit à un combat très spécial, poursuit Vitor. Il désigne les preneurs de paris qui continuent à arpenter les gradins de haut en bas, puis l'état d'armes au centre de l'arène. 2 futurs bloodguards potentiels se présentent devant nous. Il est par conséquent tout à fait logique que le montant des gains soit doublé. Explosion tonitruante de la foule en délire. Bordel de merde, ce fils de pute est en train de retourner les jeux à l'avantage du public en lui donnant la possibilité de gagner une petite fortune plutôt que d'en perdre une. Et c'est sur Sullivan et moi que repose cette responsabilité. Merde alors, maugré Sullivan. Celle-là, nous ne l'avions pas vue venir. Les gens hurlent de joie et tentent de capter l'attention des preneurs de paris débordés qui gribouillent sur leurs registres et distribuent les coupons aussi vite qu'ils le peuvent. Ils n'attendent même plus l'évolution de notre code sur les étendards pour miser. Le grand seigneur finit par lever la main et attend que le calme retombe pour s'exprimer. En ces derniers instants qui précèdent la fermeture des paris, mesurez l'ampleur de ce qui nous attend et choisissez intelligemment, chers amis, car ceux qui peinent à trouver de l'eau pour étancher leur soif aujourd'hui pourraient réclamer du vin dès demain. La jubilation collective grimpe encore d'un cran et les spectateurs redoublent d'ardeur pour placer leur mise. Soudain, un grognement menaçant retentit, couvrant la pagaille sonore qui règne dans l'amphithéâtre. Les vautours qui tournoyaient dans le ciel prennent la fuite. Plus personne ne bouge. La peur alourdit l'atmosphère. Sullivan et moi échangeons un dernier regard. Nous avons compris ce qui arrive bien avant qu'il atterrisse. Des ailes membraneuses, aussi larges que les voiles d'un navire, s'abattent sur l'arène. Des serres de la taille de mes bras labourent le sable qui couvre la piste. Un dragon brun renacle et souffle. Des volutes de fumée, provenant du feu qui couve dans ses entrailles, s'échappent de ses narines. Le dragonnier elfe installé sur son dos porte une combinaison de cuir ensorcelé qui préserve sa peau de la chaleur.
La bête est aussi longue que 3 chevaux Sélène placés bout à bout. En revanche, elle n'est pas très large, encore que bien assez tout de même pour nous écraser sans difficulté. J'ai la bouche sèche. Le dragon se cabre, dévoilant une paire de ptérygopodes sous la base de sa queue. C'est un jeune mâle. Et la seule chose qui soit plus féroce qu'un vieux dragon mâle, c'est un jeune dragon mâle. Ils sont plus affamés et ont besoin de plus d'énergie pendant leur pic de croissance fulgurant. « Il n'y aura qu'un vainqueur !» tonne Vitor au-dessus des petits cris à la fois ravis et choqués du public. « Sera-ce un gladiateur ou la bête ?» Le dragon rugit. Au milieu des cris et des acclamations de la foule, on entend à peine la cloche signalant la clôture définitive des paris. Vite, nous nous rouillons tous sur l'arsenal mis à notre disposition. Sully s'éloigne de moi et s'accroupit pour sélectionner ses armes. Nous ne nous sommes même pas dit au revoir. 3 ans que nous veillons l'un sur l'autre, et voilà comment tout se termine. Je me penche, prêt à tout, et tâche de me focaliser sur le tas de matériel plutôt que sur cet homme qui était, bon sang, qui est mon ami. Au moment où la corne retentit, je charge. Chapitre 4. Maeve. Je n'arrive pas à y croire. Mes chaussons en cuir giflent le marbre froid du couloir à chacun des pas furieux qui m'éloignent des gradins. Je me réfugie dans un renfoncement de la galerie. Des années que je n'avais plus mis les pieds dans cette horrible arène. Et si j'ai accepté de venir aujourd'hui, c'était uniquement pour m'acquitter de l'annonce officielle du mariage. C'était censé être facile. Je devais arriver, m'afficher devant la cour et, en public avec mon fiancé, prononcer quelques mots pour honorer la mémoire de ma grand-mère, puis nous aurions pu repartir. De préférence avec notre fichue tête sur nos fichues épaules. Philippe, paix à son âme, n'a pas atteint cet objectif. Si j'avais envie d'épouser ce rustre égocentrique qui n'avait aucun scrupule à m'ordonner de me couvrir le cou, non. Mais je suis la fille de l'assassin de la reine. Et à cause du crime présumé de mon père, je suis devenue une paria sur la scène politique. Alors, même si Philippe n'était pas la torche la plus flamboyante de la grotte, c'était le seul prétendant issu de l'une des 5 maisons nobles qui avait accepté de passer outre l'emprisonnement de mon père et mes cicatrices. Et plus important encore, il n'avait pas peur de Soro. Alors j'avais conclu un marché avec lui. Laissez-moi gouverner le royaume et je vous laisserai jouer avec vos catins. Philippe, encore une fois paix à son âme, n'avait rien trouvé à y redire. Nous n'étions plus qu'à quelques jours du mariage. J'aurais dû rester focalisée là-dessus quand j'étais dans l'arène. L'avenir, mon père prisonnier. Mon deuxième père au cœur brisé. Au lieu de quoi j'ai laissé mon esprit et mes yeux se balader sur ce gladiateur. Il était drapé de danger, comme si la reine lui avait tout pris sauf sa fierté et sa rage. Il est jeune. Il ne doit avoir que 4 ou 5 ans de plus que moi. Il s'est donc probablement engagé volontairement dans l'arène à l'âge de 22 ans, l'âge minimal d'admission. C'est plausible, étant donné l'amertume qui émanait de lui. Je me serais mis des claques lorsque Soro et Philippe m'ont surprise en train de baver devant cet homme. Philippe était déjà un peu trop susceptible au sujet de nos fiançailles, d'autant plus que Soro attend en coulisses, lui-même très désireux de m'épouser. Bref, Philippe a sauté sur la piste et sa tête a sauté tout court. Le ventre noué, je me mets à faire les 100 pas pour patienter. J'ai demandé à m'entretenir avec le grand seigneur Vitor, mais mes requêtes ne sont toujours pas entendues, princesse ou pas. Le public est si bruyant que son exaltation se répercute jusque sur les murs de pierre. « Où vas-tu comme ça, Maeve ?» demande une voix chantante derrière moi avant de pouffer. Je masque mon expression et fais volte-face. Aisling, une magicienne cruelle qui ne peut se vanter d'avoir l'esprit aussi délicat que la couleur lavande de ses yeux et de ses cheveux. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Elle a dû me suivre lorsque j'ai quitté les tribunes. « Tu devrais vraiment faire un petit effort vestimentaire !» soupire-t-elle avec un geste irrité de la main. Elle s'approche d'un pas sautillant, telle une araignée rouge prête à cueillir un insecte bien juteux pris dans sa toile.
Un chapeau et une voilette seraient du meilleur effet. En plus, c'est très à la mode. Une chance pour toi. Je relâche la cape que j'agrippais. Ce n'est vraiment pas le moment de me chercher, mais bien sûr, Aisling ne s'en prive pas. Franchement, Maeve, cela fait une éternité que tu n'es pas venue. Allez, viens, joins-toi à Soro et moi, dans les tribunes. Place quelques paris, essaie de converser un peu avec nos pairs. Que cette cour de bouffons ne m'adresse plus jamais la parole, m'est parfaitement égale. Par contre, Soro et moi, a-t-elle perdu la tête? S'associer à Soro, c'est comme s'associer à un tigre. Certes, il va se laisser caresser une fois, peut-être deux, mais il finira quand même par lui dévorer les entrailles. Je refuse de soutenir ces jeux, Aisling. Par le phénix, quand je serai reine, je jure de mettre fin à ces atrocités. Quand tu seras reine, s'esclaffe Aisling. Pour ça, il te faudrait un autre noble à épouser. Sinon, tu peux faire une croix dessus. Lorsqu'elle s'avance, sournoise, on dirait qu'elle rampe plus qu'elle marche. Tu aurais peut-être dû y penser avant de convoiter ce jeune gladiateur devant tout le monde, ajoute-t-elle. Tu sais, celui qui a transformé ta dernière chance d'accéder au trône en souvenir gênant. Philippe était-il vraiment ma dernière chance? Je me tapote le menton du doigt comme si j'avais déjà un autre bon parti en tête. L'arrogance d'Aisling vacille. Elle est en train de prendre conscience que ma dernière chance est en réalité Soro, même si je n'ai aucune envie de saisir cette chance-là. Pas encore, du moins. Mais ça, Aisling n'a pas besoin de le savoir. Je finis par me répondre moi-même. Non, je ne crois pas. Une nuée d'acclamations nous parvient depuis l'arène, suivie d'un redoutable grognement qui me fait tourner la tête si vivement que mes cheveux fouettent l'air. Je rêve ou c'est un dragon? Le sourire d'Aisling réapparaît. Elle cherche mon regard. Le combat a commencé et je parie que cette sadique exulte rien qu'en imaginant tout ce que ces pauvres combattants vont endurer. Elle a hâte de regagner sa place, moi de m'échapper d'ici. Au moment où je tourne les talons, elle m'attrape la main, la magie des éléments qui fait sa renommée crépitant sur sa peau. Je me libère d'un mouvement brusque. « Oh, allez, Maeve. Allons vite voir de quoi est capable ce beau gladiateur, avant qu'il ne soit plus capable de rien, bien sûr. » Un bloc de plomb dans l'estomac, je recule. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va perdre? À en juger par la vitesse à laquelle il a éliminé un épéiste aguerri tel que Philippe, ils ne doivent pas être nombreux à pouvoir rivaliser avec lui. Toutefois, la lueur qui brille dans les yeux de la magicienne m'indique qu'elle est au courant de quelque chose et qu'elle meurt d'envie de me le révéler. C'est bon, crache le morceau, Aisling. J'ai envie de crier, de hurler, sur elle, sur le monde entier. Mais cette clé de voûte de mon éducation est trop bien ancrée en moi. Bienséance, bienséance, bienséance. Un jour, je n'en aurai plus rien à foutre de cette fichue bienséance. Je ferai et dirai tout ce que je veux. Mais peut-être pas aujourd'hui. J'ajoute d'un ton doucereux. S'il te plaît. Aisling joue avec une boucle de ses cheveux lavande. Son orgueil est aussi évident que les étincelles magiques de la même couleur qui parsèment sa peau au teint coquille d'œuf. Eh bien... Elle tire le mot en longueur, comme si elle savait que chaque seconde de plus avant de me révéler ce qu'elle sait, resserrait davantage le nœud que j'ai à l'estomac. La peur au ventre, c'est vraiment ça. À croire qu'un petit être vivant y a élu domicile. J'en suis à rêver de la secouer comme un prunier lorsqu'elle continue enfin. Le grand seigneur Vitor a décrété que ce gladiateur-là et celui qui était à côté de lui ne s'en sortiraient pas aujourd'hui. Mais pourquoi? Ma voix est étranglée. Le vétéran qui se tenait à côté de mon gladiateur, parce que c'est le mien maintenant, de mieux en mieux, avait déjà 2 des 4 symboles du Bloodguard tatoués sur l'avant-bras. Parce que seuls les gladiateurs sélectionnés par Vitor remportent le titre de Bloodguard, m'explique Aisling en insistant sur certains mots comme si c'était moi, là, qui n'était pas très vive d'esprit. Cela va de soi.
Qu'ai-je sélectionné » s'enquiert une voix masculine dans mon dos, faisant sursauter Aisling. Ses yeux s'agrandissent de peur, et elle plonge dans une profonde révérence, intimidée devant le régent d'Harrow. « Monseigneur. » Puis elle s'adresse à moi une dernière fois en exerçant une pression sur ma main. « Viens nous rejoindre, Maeve. » Les yeux plissés, Victor la suit du regard jusqu'à ce qu'elle ait disparu avant de braquer un sourire indulgent sur moi et de me rejoindre. « Maeve, vous êtes très en beauté. Je suis si heureux que vous ayez décidé de nous honorer de votre présence aujourd'hui. Bonjour, oncle Victor. » Ma réponse était sèche. Je brûle de lui demander quel sort il a réservé à ces deux gladiateurs, mais je connais Victor depuis que je suis née, et réclamer des explications au grand seigneur est le meilleur moyen de ne jamais en obtenir du tout. Toutes mes condoléances pour la disparition inopinée de votre fiancé. Bien sûr, il n'est pas du tout affligé pour moi. Il semble même ravi, au contraire. Je lance, accusatrice. Sorrow a attisé la colère de Philippe pour le pousser à sauter dans l'arène. Je n'ai même pas besoin d'insister. Nous savons tous les deux que c'est la vérité. « Et quand bien même ?» demande Victor en prenant cette fois un air soulagé. « Si vous voulez mon avis, vous avez été sauvée, ma chère enfant. Un époux aussi irascible aurait fait un très mauvais roi. » Cet argument, je ne peux le contester. Pourtant, il continue. « Si vous avez envie de vous unir à un abruti, Sorrow est une excellente option. » « Mon oncle !» fais-je sur le ton de la réprimande, par habitude. Victor me préfère, moi, à son fils. Ce n'est un secret pour personne, et cela a toujours été source de tension entre Sorrow et moi. Il sourit comme s'il venait de faire un grand pas en avant et que nous pouvions retrouver notre ancienne complicité, comme au bon vieux temps. Pourtant, il est impossible de revenir en arrière. Pas alors que papa croupit toujours en prison, et qu'il y a été jeté par ce cher oncle Victor. « Ne pourriez-vous envisager de le libérer ?» murmurai-je. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Victor secoue la tête. « Vous revenez encore à la charge avec ça ? Maeve, notre royaume est prospère parce qu'il est régi par des lois. Et ces lois, nous ne pouvons pas les modifier à notre convenance. » Sa remontrance me fait serrer les poings, mais je parviens à conserver une voix posée. Je ne vous demande pas de modifier les lois ni de les enfreindre. Mon père est innocent. Papa n'aurait jamais fait de mal à ma grand-mère. Il l'adorait. Le regard de Victor s'adoucit. Je sais que c'est difficile, Maeve. Mais nous n'avons pas poussé Andrès dans une cellule sans le moindre égard. D'autant que le prince a lui-même avoué avoir attenté à la vie de notre grande reine Aviana. Vous le savez, très cher. Non. Je le conteste pour la 1000e fois. Pourtant, tout le conseil était présent pendant la soi-disant confession de mon père. Mais tant qu'il ne me l'aura pas affirmé en face, je refuserai d'y croire. Mon père est un homme bon et honnête. Je ne l'imagine pas une seconde en train de commettre un meurtre, encore moins celui de sa propre mère. Je comprends vos doutes, m'assure Victor. La vérité peut parfois faire très mal. Il adopte une mine songeuse, puis me jette un coup d'œil. Je sais qu'un amour profond vous lie à votre papa, mais cet amour ne pourrait-il pas s'étendre à Harrow ? J'en ai le souffle coupé. J'étais prête à épouser Philippe pour le salut d'Harrow. Bien sûr que j'aime mon royaume. Victor me considère d'un air sévère. En vous cachant sous une lourde cape ? En dissimulant votre visage dans les tribunes ? Du bout du doigt, il lève mon menton. En fuyant les jeux comme si vous aviez quelque chose à vous reprocher ? Le peuple a besoin de vous voir, de vous sentir avec lui, d'être certain que vous serez à même de... Ce n'est pas du cynisme ou de la cruauté de sa part. Car si Victor et moi ne sommes pas liés par le sang, j'ai grandi au château à ses côtés et le considère comme un membre de ma famille. En tant que régent d'Harrow, il règne pour l'instant à ma place. Il conservera ce rôle jusqu'à ce que j'aie atteint l'âge légal et épousé une personne de mon rang. S'il devait m'arriver quelque chose entre-temps, à moi, l'héritière du trône, la couronne reviendrait aux 5 maisons nobles qui seraient alors obligées de se répartir le pouvoir équitablement.
Et ça, ce serait synonyme d'anarchie et de chaos dans le royaume. Maintenant, revenez dans l'arène avec moi, Maeve, et, par le grand phénix, essayez de sourire un peu ou faites au moins semblant d'apprécier les jeux. Vitor est persuadé que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, dans mon intérêt, et dans celui du royaume. Je comprends son raisonnement. Ces jeux sont un outil pour lui. Mon oncle est un homme intelligent. Il se sert de l'arène pour divertir la population, toute la population. Il la nourrit, l'abreuve et fait pleuvoir les occasions de remporter une petite fortune. Ça l'a rendu populaire auprès des différentes classes de notre société et a consolidé sa position de seigneur régent. Tout le monde tombe dans le panneau. Les nobles dépensent tout leur temps et leur argent dans ce sport. Les gens de la classe populaire parient le peu qu'ils ont dans l'espoir d'une vie meilleure. Les combattants, quant à eux, sont prêts à mourir pour remporter le titre royal et tant convoité de Bloodguard qui les propulsera au rang de nobles. Les rendra riches et leur assurera, ainsi qu'à leur famille, le statut de citoyen d'Harrow. Je sens mes yeux s'arrondir tandis que les mots « titre royal » ricochent de mon esprit jusque dans ma poitrine. Les battements de mon cœur s'accélèrent. Le regard de Vitor s'étrécit. « Qu'y a-t-il » Je baisse les yeux et tente d'adopter une attitude résignée. « Rien, vous avez raison, mon oncle. » Je glisse mon bras sous le sien et pose la tête sur son épaule. « Si je veux devenir reine, je dois agir comme vous me le conseillez. » Après un hochement de tête approbateur, il m'embrasse sur la tête. « Revenez à la maison, épousez Soro, comme votre grand-mère l'aurait souhaité. Et là, je pense qu'elle-même aurait compris que, quelque temps après le mariage, bien sûr, je décide de gracier votre père. Sous mon commandement, ce royaume prospère. Ce dont Harrow a besoin, c'est de stabilité et de puissance. Et avec votre soutien et celui de mon fils, je pourrai continuer à les lui garantir. » Une partie de moi a envie de céder. Je serai prête à tout pour sauver mon père. Mais malgré tout l'amour que je lui porte, je sais qu'il ne me le pardonnerait jamais si j'épousais Soro. Il y a quelque chose de malsain chez ce dernier. Il était déjà cruel lorsque nous étions enfants, et ça n'a fait qu'empirer avec les années. J'ai beau avoir envie de croire que Vitor serait en mesure de garder le contrôle sur lui si nous devions unir nos destins. Je dois garder à l'esprit que Soro deviendrait le roi. Il se sentirait alors en droit de pousser sa cruauté bien plus loin que de coutume, et je ne peux pas prendre ce risque. Et puis, j'ai un meilleur plan. Au moment où nous regagnions les gradins, oncle Vitor raffermit sa prise autour de ma main, mais je le remarque à peine. Même le rugissement de la foule ne suffit pas à couvrir le martèlement de mon cœur dans mes oreilles, tandis que nous regagnions nos places dans la tribune royale. Le jeune gladiateur est toujours là, les bottes enfoncées dans le sable, prêt à bondir. Cette fois, je refuse de détourner les yeux. Aujourd'hui, c'est lui qui remportera la victoire. Il me doit un fiancé. Chapitre 5. Lys. La corne retentit et je m'élance. Une centaine de coudées me séparent du tas d'armes le plus proche. Mes bottes s'enfoncent dans le sable de la piste inégale. Je cours à un rythme effréné en remuant les bras avec une telle vigueur que ma blessure au niveau de l'omoplate se rouvre. Je grimace. 80 coudées. L'ogre qui me suit pousse un juron une demi-seconde avant que l'air déjà chaud se transforme en bourrasque brûlante. Je passe de justesse. 60 coudées. Ces hurlements précèdent les cris d'agonie de 2 autres gladiateurs. J'accélère encore. 40 coudées. L'odeur de chair brûlée m'emplit les narines. 20 coudées. Une nouvelle bouffée de chaleur foudroyante me picote la peau. Le dragon se tourne. Je plonge au-dessus du monticule d'armes, roule sur le sable pour étouffer les flammes qui lèchent la peau exposée de mes épaules. Au moment où je m'immobilise sur le ventre, un jet jaune et rouge fuse à quelques pas de moi, et je m'aplatis le plus possible contre le sol, me servant de l'arsenal comme bouclier contre le feu du dragon. Les cris d'horreur et d'excitation du public ne parviennent pas à couvrir les hurlements de 2 autres combattants qui sont en train de brûler vifs. 5 adversaires de moins. Encore 5. Et le dragon. Je ferme les yeux en pressant les paupières et m'efforce de faire abstraction de la douleur insoutenable qui se propage sur toute mon épaule.
Le feu du dragon a le mérite d'avoir cautérisé la plaie que j'ai au niveau de l'omoplate. Oh, mais je déguste. Mon corps est secoué de tremblements. La douleur a pris le contrôle. Remue-toi. Si t'as envie de vivre, bouge. Je reste couché tandis que les serres du dragon labourent le sol, puis je me redresse à quatre pattes et me rapproche du tas d'armes. Je parviens à entr'ouvrir les yeux, mais les referme aussitôt. La fumée me fait l'effet d'une pluie d'aiguilles dans les yeux. Je bats des paupières, essaie de les soulever, réessaie, luttant contre mon instinct qui veut protéger ma vue. La vue n'est d'aucune utilité à un homme mort. Mais moi, je veux vivre. Je rampe en tâtonnant. Ce maudit tas d'armes n'est pas loin. Je dois continuer à avancer. Soudain, ma main effleure quelque chose de familier. Une épée. Les yeux embués de larmes, je me mets en quête du manche. Dès que je l'ai trouvé, je l'empoigne et exécute une roulade, mais je perçois du mouvement dans le sable. Ma vision s'éclaircit juste assez pour que je reconnaisse la naine de notre groupe. Toujours en vie, elle se tient devant moi à quatre pattes, bouche ouverte. Sa tresse n'est plus qu'un petit moignon roussi dans sa nuque. Elle gratte avec ses ongles pour atteindre la poignée d'une épée plus courte. Lorsqu'elle parvient à s'en emparer, celle-ci refuse de bouger. Elle a fondu et fusionné avec un bouclier et que sais-je d'autre. « On fait une trêve, le temps d'éliminer le dragon ?» propose-t-elle entre deux halètements. Elle serre les dents lorsqu'un bruit sinistre de chair arrachée à un os nous parvient. L'animal a trouvé un autre mets près de la sortie de l'arène. Dès que j'ai acquiescé, la naine se lève et se met à fouiller l'amoncellement d'armes en quête de quelque chose d'exploitable. Sullivan arrive en vacillant à côté de moi. Il a la moitié du visage en sang et parsemé de cloques, et il tient son bras gauche contre lui, mais il est toujours vivant. J'interroge la naine. « Tu sais te servir d'un arc ?» Elle secoue la tête. « Lui, il sait, » dis-je en désignant Sullivan. Du moins, je l'espère, avec son bras dans cet état. Sullivan ne proteste pas, alors je continue à m'adresser à la naine. « Si tu trouves un arc et des flèches, donne-les lui, et on servira quelqu'un d'autre à ce dragon. » Un éclair de compréhension traverse les yeux injectés de sang de la naine, et nous nous jetons à nouveau sur le tas d'armes, à la recherche de tout ce qui pourrait nous servir. La créature ne tardera pas à terminer son morceau de viande bien rôti. « Une lance !» crie Sullivan. Je lève les yeux au moment où il me l'envoie d'une main. Je la rattrape et la plante dans le sable avant de m'emparer de 2 dagues que je glisse à ma ceinture. On devrait être 4. J'ai marmonné cette réflexion à ma propre attention. Je ramasse une autre épée, la soupèse, puis la renvoie sur le tas. « Quoi ?» demande Sullivan en écartant du pied un morceau d'armure fondue. Je réponds sans cesser de fouiller. J'ai compté 5 morts depuis le début du combat. Je tombe sur une épée correcte et la lui lance. Elle est assez lourde et plus difficile à manier, mais le choix est restreint. La plupart de ces armes sont en mauvais état ou inutilisables et courir jusqu'à un autre tas ne fera qu'attirer l'attention du dragon. Je désigne la poignée d'os que ce dernier vient de recracher. 6 avec lui. Sullivan comprend tout à coup ce que j'essaie de lui expliquer et poursuit le calcul. Toi, moi et la naine, ça fait 3. Il manque donc un gladiateur que nous repérons une fraction de seconde plus tard. À quelques pieds de l'endroit où le dragon est en train de se régaler, le sorcier s'évapore, puis réapparaît. Il est blotti contre la grille de la sortie et tente de se rendre invisible avec ce qui lui reste de magie. Cependant, les sorciers ne peuvent maintenir leur sort très longtemps sans leur bâton. Et si nous l'avons vu, le dragon aussi. La créature gigantesque tourne brusquement la tête en direction de l'individu dont l'image tressaute. Sans la moindre hésitation, le monstre abandonne l'os qu'il était en train de ronger. J'ignore s'il est furieux que sa proie ait tenté de le duper ou fou de joie d'avoir la chance de goûter à sa saveur magique, mais il se jette violemment sur le sorcier qui a à peine le temps de pousser un petit cri perçant, avant de se faire avaler tout cru. Tel un homme qui se noie cherchant à atteindre la rive, je m'élance vers la bête en criant « Maintenant !» Sullivan et la naine me suivront-ils ? À leur place, je ne suis pas sûr que je le ferai. Alors que je comble la distance qui nous sépare, le dragon fait volte-face et adopte une posture défensive. Toutefois, ce n'est pas lui que je vise lorsque je projette la lance avec toute la force et la rapidité que je suis parvenu à rassembler.
Le fer atteint le dragonnier et lui transperce la gorge. Le sang jaillit et se répand sur sa terrifiante monture en attisant la rage de celle-ci. Le public se lève. La créature s'ébroue pour se débarrasser du cadavre de son maître avant de le dévorer. Certains spectateurs hurlent, d'autres restent cois sous le choc. Je continue ma course et enfonce mon épée dans le cou de l'animal. La pointe est assez effilée pour percer ses écailles et l'affaiblir, peut-être même pour l'empêcher de cracher du feu, mais pas assez pour le décapiter ni l'empêcher de nous croquer. J'ai juste réussi à nous faire gagner un peu de temps. Le dragon se cabre de colère. Je plonge et enchaîne les roulades pour m'éloigner de ses ailes qui s'agitent, échappant de justesse à un coup mortel. En revanche, impossible d'esquiver sa patte postérieure qui m'envoie valdinguer contre le mur comme un vulgaire insecte. Une explosion d'étoiles jaillit dans mon champ de vision et je sens mon épaule se disloquer dans un sinistre clac. Sans attendre, je me relève en serrant les dents et remboîte mon épaule d'un coup sec contre le mur. Ensuite, je me dirige en chancelant vers une épée abandonnée à côté d'un amas d'os. Soudain, une flèche fuse dans le ciel, suivie d'une deuxième. Sullivan a trouvé un arc. Excellent. Je ramasse l'épée et me fais violence pour recommencer à courir. La flèche manque de puissance et ricoche sur les écailles du dragon. À cause de son bras blessé, Sullivan a moins de force. Il se jette au sol et utilise son pied pour en décocher deux autres avec plus de vigueur. L'une d'entre elles parvient à percer les écailles du dragon qui pousse un grondement si puissant qu'il me glace les sangs. La naine tente sa chance avec un fouet et la technique se révèle payante. Elle le claque en direction du museau de l'animal, parvient à enrouler l'extrémité autour de sa gueule et tire d'un coup sec pour lui clouer les mâchoires. Sans lâcher le fouet, elle tente de maîtriser la bête. Ses talons s'enfoncent dans le sable. « Tuez-le! Par le grand phénix! Tuez-le !» C'est à nous qu'elle s'adresse. Une autre flèche siffle à côté de moi et va se ficher dans l'un des yeux du dragon qui devient fou. Il secoue violemment la tête et parvient à se débarrasser du fouet et de la naine qui est projetée sur le côté. Elle perd l'équilibre et bascule dans le sable, mais avant qu'elle ait pu se relever, le dragon l'éventre avec ses serres. La naine se met à hurler au moment où j'abats mon épée sur le cou de la bête. Un coup vicieux, mais qui ne parvient pas à traverser la couche d'écailles. Le dragon ne tressaille même pas et continue à se repaître de son adversaire comme si de rien n'était. Tout en mangeant, il remue soudain la queue et je suis obligé de prendre la fuite pour ne pas de nouveau me retrouver propulsé contre le mur de l'arène. Où est Sullivan? Pas moyen de le localiser. Jusqu'à ce que son cri couvre les hurlements de la naine. J'ai perdu mon épée et le tas d'armes est hors de portée. Alors, je dégaine les dagues que j'avais glissées à ma ceinture et fonce droit vers la voie de mon ami qui me pousse à accélérer. Il ne reste plus une once de stratégie en moi, juste la rage de vivre. Sullivan, le voilà, acculé, il cherche désespérément à encocher une flèche tandis que l'immonde créature lui grogne dessus, les crocs dégoulinant encore du sang de la naine. Je bondis sur le cou du dragon, cale mes genoux de chaque côté de sa tête et plante mes deux dagues dans l'œil qui lui reste en frappant sur les manches pour que les lames s'enfoncent encore plus. L'animal se cabre violemment et je me retiens de justesse. Les muscles de mes cuisses sont secoués de spasmes tant je dois lutter pour rester à califourchon sur la bête. Si je tombe, jamais plus je ne me relèverai. Je continue à abattre mes poings sur les dagues, sans relâche. Leurs manches et mes mains sont couvertes de sang et de chair. Je concentre mes dernières réserves d'énergie sur les lames afin qu'elles atteignent le cerveau du dragon. Lorsque mon colossal destrier s'effondre enfin, je l'imite. Je ne prends conscience de la chute qu'au moment où mon corps frappe le sol dans un craquement sec et sinistre d'os qui se brise. Me suis-je rompu quelque chose de vital? Aucune idée. Je ne suis plus qu'une énorme masse palpitante de douleur. Je ne sais même pas où je me trouve. Je ne peux que ressentir. La souffrance m'envahit par vagues. C'est comme si des sabres chauds et pointus me labouraient la chair. Un liquide s'écoule de mon cuir chevelu. Ce n'est pas de la sueur. Je ne suis pas assez idiot pour croire ça. Des cris d'excitation parviennent à mes oreilles assourdies. C'est le genre de combat dont on ne se relève pas facilement. Et je crains en effet que ce ne soit pas mon cas. Je finis par me relever au prix d'un gros effort. Mon poids bascule d'un côté à l'autre.
Côté vue, ce n'est pas beaucoup mieux, le décor ne cessant de s'estomper et de s'éclaircir. Je trébuche sur les restes de la naine, tombe à genoux à côté d'une épée brisée dont je me sers pour me relever. Il faut que je continue. Ce n'est pas encore fini. Sullivan et moi sommes les derniers survivants. Le moment que j'appréhendais tellement a fini par arriver. Sullivan. Il est là. À quelques pas de moi. Il attend. Agenouillé, du moins, c'est ce que je pense. Jusqu'à ce que je prenne conscience que ses jambes ont disparu et que son bras, celui qui était encore valide, a été en partie dévoré. Je m'approche en trébuchant et m'arrête devant lui. Je respire si fort que je risque de m'étouffer. Il a la bouche pleine de sang. « Qu'est-ce que tu attends ?» dit-il d'une voix pâteuse. « Tu crois que je te laisserai la vie sauve, moi ?» Je vacille. Mes yeux me brûlent. Il essaie d'alléger ma culpabilité, ça ne marche pas. Je finis par placer la pointe de mon épée sur son cœur et le transperce d'un coup sec. Au moment où la première larme roule sur son visage abîmé. Ceux qui ont peur pleurent toujours. Le public est debout, immobile. Je regarde Sullivan se vider de son sang. Aujourd'hui, dans l'arène, un nouveau palier de violence a été franchi. Et mes veines bouillonnent de rage. Je lève les yeux vers cette foule assoiffée de sang qui réclamait que je tue mon ami. Certains spectateurs sont horrifiés. D'autres pleurent, mais cela forme une minorité. À chaque rangée, les gens hurlent de joie devant ma victoire. « Bloodguard !» scandent-ils sans relâche. Ils veulent que je fête ce succès avec eux. Il n'en est pas question. Au lieu de quoi, je coupe une mèche de cheveux de Sully et la serre dans mon poing levé. Ensuite, je me tourne vers la tribune royale et cherche le grand seigneur pour lui faire cette promesse muette. Un jour, lui aussi mourra sous le fil de mon épée. Cependant, mon regard est intercepté par la grande elfe brune. Est-elle revenue dans l'espoir de me voir me faire déchiqueter par un dragon? Pas de chance, mademoiselle. Lorsqu'elle s'incline avec respect, j'arrête littéralement de respirer. Puis je me secoue mentalement. Je refuse de croire qu'il puisse y avoir une once d'admiration dans ce cœur glacial. Sans m'attarder plus, je me dirige vers la sortie de l'arène. L'espoir est la seule chose qui puisse tuer un gladiateur comme moi. Et je ne mourrai pas aujourd'hui. Chapitre 6. Lys. Je serre les dents. Après tout ce que j'ai enduré dans l'arène, ce tatouage qu'un frêle mage est en train de me graver sur l'avant-bras n'aurait dû être qu'une formalité. Pourtant, dès l'instant où l'aiguille magique s'est mise à me percer la peau pour tracer le contour d'une épée, la signification du mot « douleur » s'est aussitôt rappelée à mon bon souvenir. Mon corps a envie de s'écarter à chaque perforation. Toutes mes blessures hurlent en chœur pour implorer miséricorde. Cependant, je ne bouge pas. J'ai remporté le premier des 4 combats ultimes qui permettent d'accéder au titre de Bloodguard. En théorie, c'est donc un honneur de recevoir sur le bras ce symbole tant convoité. Si je gagne mes 3 prochains combats, viendront s'y ajouter tour à tour une liane épineuse qui s'entortillera sur toute la longueur de la lame, une rose et une couronne qui encerclera le manche. Une fois achevé, ce tatouage attestera mon statut royal et mon titre de Bloodguard et fera de moi un noble très riche, très puissant et très dangereux. Je ravale la bile qui me monte à la gorge en repensant à ce que j'ai dû faire aujourd'hui pour mériter ce tatouage. Autrefois, ce symbole était un insigne d'honneur. Désormais, il ne sert plus qu'à rappeler au monde et à moi-même
que je suis un assassin. Dès que le mage a terminé, je regagne les écuries et plonge mon bras dans l'auge des chevaux. Le jeune palefrenier prend ses distances, tandis que, penché sur l'eau, j'asperge abondamment ma blessure toute fraîche. Les canassons ont bu là-dedans une bonne partie de la journée, et je doute que quiconque ait pensé à nettoyer cet abreuvoir récemment, mais je ne me plains pas. Ça atténue la morsure de l'aiguille et me soulage. J'examine le tatouage. Une épée pointée vers le bas. Emblème de force et de puissance, qui devrait m'insuffler le même sentiment. Pourtant, tout ce qui occupe mes pensées, c'est Sullivan. Il portait le même symbole. Et au bout du compte, ça n'a fait aucune différence. J'enfonce ma main dans ma poche pour m'assurer que la mèche de Sullivan est toujours là où je l'ai fourrée un peu plus tôt en quittant l'arène. À la première occasion, j'irai l'enterrer dans un endroit qui aurait plu à Sullivan. Pas dans l'amphithéâtre, ni dans les écuries surpeuplées situées sous celui-ci. Encore moins dans les baraquements sales, où nous dormons dos au mur afin que personne ne puisse nous surprendre dans notre sommeil. Ces endroits puent la pisse, la chair en décomposition et tous les crimes que nous y avons commis. Sullivan mérite mieux que ça, même si c'est là que notre amitié est née. Une nouvelle flambée de douleur me frappe, cette fois en plein cœur. La pire des douleurs. Celle du deuil. Cependant, je ravale mon amertume avant qu'elle se lise sur mes traits. Le bruit familier de roues tressautant sur les pavés attire mon attention à l'entrée de la galerie. Après mon combat, un garde humain est venu me prévenir que quelqu'un voulait me parler et m'a demandé de ne pas rentrer au baraquement tout de suite. Sans doute un noble qui veut que j'aille laver ses chiens de chasse, couper son bois pour le feu ou une autre saloperie pour laquelle il s'estime trop précieux. Ce qu'il nous paie pour effectuer ce genre de tâche est aussi ridicule que ce qu'on perçoit par victoire, mais le moindre sou compte pour aider ma petite sœur. Pourtant, lorsque je jette un coup d'œil aux grilles ouvertes, je n'aperçois qu'une charrette remplie de gladiateurs tout frais. Ils viennent d'être présentés à la tribune royale. Apparemment, ils auront droit aux duels habituels, pas à la foire d'empoigne à laquelle j'ai dû prendre part. Ma victoire aurait-elle rabattu son caquet au grand seigneur? Ont-ils décidé de modérer leurs ardeurs pour couvrir les pertes de la maison? On ne peut que l'espérer. La charrette remue au fur et à mesure que les gladiateurs en descendent. Des humains, des nains et des elfes pour la plupart. Mais aussi un géant que je reconnais, Luther. Son cou est parsemé de bubons semblables à ceux dont Sullivan était couvert, et il grimace lorsqu'il les gratte. Un mélange de sang frais et de pu s'en échappe, et dégouline jusque sur son gilet déjà maculé de traînées sèches. Les gardes maintiennent une certaine distance avec lui. Ils ignorent de quel mal il souffre, mais savent qu'ils ne veulent surtout pas l'attraper. Ils ne veulent pas non plus risquer de le mettre en rogne. Tout le monde sait que Luther a tué un taureau à main nue lors de son premier combat. C'est un fait similaire, commis dans le but de nourrir sa famille, qui lui a valu d'être arrêté et forcé de participer au jeu. Le groupe de gladiateurs est escorté vers les enclos. D'ordinaire, c'est comme ça que ça se passe. Les combattants sont jetés dans l'arène par 2, parfois 3. Luther devrait s'en sortir, même si l'issue des affrontements n'est pas toujours celle qu'on pense, et qu'il m'est déjà arrivé de me tromper dans mes pronostics. Le palefrenier s'approche et me propose un seau d'eau que je porte aussitôt à mes lèvres pour boire, avant de me renverser le reste sur la tête. Cela suffit à peine à me rafraîchir, pas à effacer complètement le sang de Sullivan que j'ai toujours sur les mains. Je continue à observer les gladiateurs qui passent devant moi, mais en feignant de faire des étirements afin que les gardes ne fassent pas d'histoire. Nous ne sommes pas censés adresser la parole à ceux qui s'apprêtent à combattre, mais je compte bien toucher 2 mots à Luther. Je me dirige vers lui en remontant la rangée d'enclos. Luther est plutôt petit pour un géant. Il mesure environ 9 pieds de haut et la moitié de large. Il se déplace en se balançant d'un côté à l'autre sur ses courtes jambes de l'épaisseur d'un arbre chacune. Comme chez la plupart des géants, le poids de son énorme tête et de son tronc à la musculature dense fait ployer son bassin. J'ai presque atteint l'extrémité de l'allée d'enclos lorsque les petits yeux bruns de Luther croisent les miens. Je pose ma botte sur une planche en bois et fais mine de nouer mes lacets pourtant en piteux état. « Sont où ?» demande Luther.
En raison de leur mâchoire proéminente, les géants ont souvent du mal à s'exprimer dans les langues humaines, alors ils se contentent de phrases très courtes. Il fait allusion au groupe avec lequel je suis arrivé. Je réponds en serrant les dents. Ils nous ont tous jetés dans l'arène ensemble. Tous? Les gladiateurs les plus proches se dévissent le cou pour nous regarder. « Hoi, hoi !» s'écrie Ned, un elfe qui se tient un peu plus loin. « Ils ont envoyé tout le monde en même temps. » L'agitation attire l'attention des gardes, qui décident de nous tenir à l'œil, Luther et moi, mais sans sortir les armes. Dans les différents enclos où attendent les gladiateurs, un grand silence s'installe, tandis que tous comprennent qu'ils auraient pu faire partie de ce premier groupe, mais que, par miracle, la charrette dans laquelle ils sont montés a été épargnée. Je jette un coup d'œil au tatouage sur mon bras. Aucun combattant de ce groupe ne porte le même. Il était donc peut-être moins urgent de se débarrasser d'eux. Au départ, l'idée était probablement qu'il ne reste aucun survivant dans mon groupe. Les compétiteurs de cette charrette-ci auraient alors permis de proposer au public une deuxième manche avec des enjeux tout à fait différents. De toute façon, c'est toujours la maison qui gagne. Pourtant, ça n'empêche pas les citoyens d'Harrow de continuer à parier dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. Et je peux les comprendre. Moi aussi, j'ai parié, le jour où j'ai signé ce fichu contrat, dans l'espoir de devenir Bloodguard. De la bave s'accumule sur la lèvre inférieure de Luther lorsqu'il articule la question suivante. Sullivan. Les longs mots sont difficiles pour lui. Alors le fait qu'il s'efforce de prononcer un nom de plusieurs syllabes montre à quel point c'est important à ses yeux. Entendre ce nom à voix haute, Sullivan, me fait l'effet d'un violent coup dans les tripes, ou ce qu'il en reste. Je secoue la tête, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Luther baisse la sienne et ses épais sourcils hirsutes recouvre presque ses petits yeux. Il est attristé par la perte de Sullivan. L'expression endeuillée est brève, mais bien là. D'autres gardes arrivent. Je tourne le dos à Luther. J'ai beau avoir la rage pour Sullivan, la laisser se déchaîner ne lui servira plus à rien. J'avise de nouveau l'entrée. Qu'en est-il de mon mystérieux visiteur ? Il ferait mieux de se dépêcher un peu que je puisse passer à autre chose, ou du moins quitter cet endroit immonde. Soudain, une voix fluette attire mon attention. « Plus tard, quand ce sera mon tour, je veux être comme vous. » C'est le petit palefrenier. De profondes cicatrices sillonnent son crâne chauve, certaines plus roses et récentes que d'autres. Ce pauvre gosse est sûrement battu depuis des années. Il a un mouvement de recul devant mon air hargneux. J'ai envie de lui hurler qu'il est fou, qu'il n'y a rien d'enviable dans la vie de gladiateur, rien. Mais c'est plutôt moi qui suis fou d'avoir signé pour le devenir. Ce gamin a déjà l'air de subir assez de violence sans que je me mette à lui beugler dessus en prime. Quel âge as-tu ? Il relève vivement la tête, comme s'il était surpris que j'aie remarqué sa présence. Presque 14 ans, messire. Je lui en aurais guère donné plus de 9 pourtant. Il doit souffrir de malnutrition, ce qui a sans doute entraîné un retard de croissance. Il désigne mon avant-bras que mon tatouage tout neuf continue à enflammer. Un jour, j'aurai l'épée comme vous. Il a le même âge que ma plus grande sœur, Rose. J'essaie d'adoucir le ton, mais c'est difficile. J'ai encore la voix éraillée à cause du combat. Quel est ton nom ? Gunther. Je me penche pour placer mon regard à hauteur du sien et pose une main sur son épaule. Eh bien, je te souhaite bonne chance, Gunther. À vous aussi, messire. Plus que 3 combats. Une lueur d'espoir que je n'avais pas l'intention de susciter a jailli dans ses doux yeux bruns. Il lève le poing et se dirige vers la sortie en scandant « Bloodguard ! Bloodguard !»« Faites place !» crie un garde, tandis qu'un elfe fait son entrée dans les écuries, sur un cheval à la robe pie, marron et blanc. Il est seul et ne porte plus ses beaux atours, mais je le reconnais. C'est l'un des 2 seigneurs qui ne partageaient pas la liesse collective un peu plus tôt dans la tribune royale. Il met pied à terre et murmure quelque chose à son cheval qui s'immobilise. Sans un bruit, l'homme détache un grand sac de la selle et s'approche. Silencieux, dangereux, très intelligent,
Les elfes sont comme ça. Cependant, celui-ci ne représente aucune menace pour moi. Toute forme de combativité a déserté son être depuis longtemps. Je le lis dans son regard. Les âmes solitaires renoncent toujours. Il m'adresse un signe de tête. Ses cheveux gris foncés m'indiquent qu'il a déjà un certain âge. « Félicitations pour votre victoire. Je suis le seigneur Jakeb. » Il se présente comme si venir d'ici n'était pas un privilège, mais un droit. « Lys, c'est ça? Lys de Syrtos. » demande-t-il en me tendant le sac. En fait, c'est Lys de Grey, qui fait partie de Syrtos, mais je ne rectifie pas. Pour les gens comme lui, tout ce qui se situe au-delà des frontières d'Arrow est insignifiant. Je prends le sac en plissant les yeux, puis baisse le bras. Qu'est-ce que c'est? Une tenue propre pour fêter votre réussite, répond Jakeb. J'espère que ça conviendra. J'ai dû deviner votre taille. Non, je ne peux pas accepter. Pas question d'ajouter une dette à mon ardoise. C'est un cadeau, insiste Jakeb. Vous ne me devez rien du tout. L'appréhension se met à fourmiller sur ma peau. Je soutiens son regard. Pourquoi? Par gentillesse. L'air fourbe que j'associe à l'aristocratie glisse sur ses traits. Il mijote quelque chose. Reste à découvrir quoi. Vous avez traversé pas mal d'épreuves, ajoute-t-il. Ah bon, vous croyez? Dis-je avec un ricanement sarcastique. Peu importe le motif, j'imagine que les cadeaux vont continuer à affluer. C'est le moins qu'ils puissent faire, ces enflures. Je jette le sac de vêtements sur mon épaule, puis adresse à Jakeb un autre regard appuyé. Il recule d'un demi-pas, comme s'il venait de remarquer qu'il était trop près pour mon confort, ou pour le sien. J'aimerais vous accueillir chez moi. Vous serez nourri en abondance, dormirez dans un lit chaud, et quelqu'un veillera à tous vos besoins. Si vous caressez l'espoir de remporter vos 3 prochains combats, faites-moi confiance. Vous aurez besoin de soutien. La méfiance me tord l'estomac. Je n'aime pas ça du tout. Il m'est déjà arrivé d'être parrainé, mais là, ça me paraît différent. Cet elfe n'est pas un fervent adepte de la reine. Il ne fait pas partie de ces gros parieurs qui s'asseyent toujours le long du parapet et réclament la victoire de leur favori en braillant. Ce genre de parrainage est facile à reconnaître, et la gentillesse dont ces gens font preuve envers nous n'est destinée qu'à servir leurs intérêts et à leur garantir une longueur d'avance pour leur prochain pari. Les motivations de cet elfe, en revanche, demeurent un mystère. Cela dit, un lit bien chaud, de la nourriture en abondance, et ce sac de vêtements à lui seul pourrait me rapporter une coquette somme. Ma sœur Dahlia a besoin de toute l'aide possible. Ce n'est pas parce que cet homme ne m'inspire pas confiance que je ne peux pas tirer parti de ses ambitions. Très bien, dis-je avec prudence. Jurez-moi par serment de sang qu'aucune charge ni contrepartie financière ne me seront réclamées pour vos gentillesses. Et j'accepte. Comme il vous plaira. Jakeb sort une dague des nombreux replis de son habit et s'entaille la paume en marmonnant son serment comme le font les elfes. Ensuite, il me tend la main et je la serre en me focalisant sur ses yeux plutôt que sur les mots qui dégringolent de son bras pour pénétrer dans le mien. Mes poils se hérissent, tandis que les termes de notre pacte disparaissent, absorbés par ma peau. Une fois qu'il a terminé, il essuie sa dague et sa main à l'aide d'un chiffon. Passons à la suite, voulez-vous? J'ai déjà annoncé votre arrivée. Je me fige. Et si j'avais refusé? Oh, ma fille n'est pas du genre à accepter un non. Glousse Jakeb. Sa fille. Je vois. Je savais que son offre alléchante cachait quelque chose. Il ne me réclamera peut-être pas d'espèces sonnantes et trébuchantes en échange de sa gentillesse, mais on dirait que je vais bel et bien devoir m'acquitter d'une dette. Cela dit, il y a pire comme destin. Les aristocrates sont hédonistes et ne voient aucun inconvénient à payer pour prendre du bon temps.
Si baiser la fille de Jakeb est la contrepartie qui m'attend pour éviter de dormir dans les baraquements et pisser dans un seau, je me ferai un plaisir de la troncher, et toute la nuit s'il le faut. » Jakeb remonte en selle et fait un signe de la main. Günther s'avance en tenant un cheval sélène, une jument à la robe tachetée à l'exception du nez et de l'arrière-main qui sont blancs. Ravi de m'apporter une si belle monture, Günther me tend les rênes. Je ne les prends pas. Et si c'était une mise à l'épreuve? Je dois évoluer avec la plus grande prudence. Jakeb éclate de rire, un son étrangement dépourvu de malveillance, ce qui est pour le moins inattendu venant de quelqu'un de son rang. « Vous aurez besoin d'un cheval quand vous serez Blodgard. Elle s'appelle Étoile. C'est une bonne jument, intelligente et docile. Si elle vous plaît, vous pourrez la garder après votre victoire. Sinon, vous n'aurez qu'à me la rendre. » Brusquement, toute trace d'humour s'envole de ses traits. « Un jour viendra où les nobles se presseront pour vous offrir de l'or en échange de vos faveurs, » affirme-t-il. « Vous pourrez alors utiliser vos gains pour acheter un destrier plus grandiose, si tel est votre souhait. » Il semble réfléchir à ce qu'il vient de dire avant d'ajouter « Choisissez bien vos alliés. Les apparences sont trompeuses à Harrow. » Je pourrais lui faire remarquer que c'est valable pour lui aussi, mais je me contente de prendre les rênes en hochant la tête. Je ne suis pas un grand cavalier. Ma maigre expérience avec les chevaux se limite à ceux que j'employais pour labourer les champs. Je prends une profonde inspiration, glisse ma botte dans l'étrier en métal et me hisse sur la selle en réprimant un grognement de douleur lorsqu'un élancement atroce me transperce les côtes. Aucun doute, je me suis cassé quelques os dans la arène aujourd'hui. Quant à l'état de mon âme, n'en parlons pas. Toutefois, je mets tout ça de côté et serre les rênes un peu plus fort. Jakeb passe devant moi avec sa monture et prend la direction de la sortie. Je le suis. Un garde incline la tête sur notre passage, mais les autres le secouent avec désapprobation. Peu importe. Dès que nous sommes sortis de l'amphithéâtre, Jakeb lance son cheval sélène au galop et ma jument lui emboîte le pas sans le moindre effort. Malgré son allure régulière, chaque pas, chaque rebond est un supplice pour mon corps brisé et je dois lutter pour ne pas m'évanouir de douleur. Tandis que nous empruntons une route qui s'éloigne de cet enfer et s'enfonce vers la forêt située en périphérie de la ville, je m'efforce de reprendre mes esprits en étudiant tous les éléments du paysage que nous croisons. L'herbe et les fleurs sauvages semblent s'écarter de la large chaussée tel un océan qui s'ouvre en deux. Ma mère n'a jamais vu une fleur de sa vie. Moi non plus avant d'arriver à Harrow. Elle avait juste entendu dire que c'était très joli. C'est pour ça qu'elle a donné à mes sœurs des noms de fleurs. Rose et Dahlia. Elle voulait pouvoir dire qu'elle avait fait pousser de belles fleurs au cours de sa vie. Hormis Harrow, la plupart des royaumes d'Old Earth sont pauvres et les gens se battent pour les rares végétaux comestibles qu'ils parviennent à cultiver sur ces terres arides. Alors y faire pousser une fleur, ce serait un outrage. Quand je serai Blodgard, j'offrirai des bouquets entiers à ma mère tous les jours si ça peut lui donner le sourire. Cependant, au fur et à mesure que nous nous éloignons de la capitale, je remarque que les fleurs semblent se flétrir. Leurs couleurs ne sont plus aussi vives. Bizarre. Serait-ce un mauvais présage? Chapitre 7. Maeve. Mon cœur a bien failli jaillir de ma poitrine lorsque le dernier gladiateur en lice s'est relevé sur la piste ensablée, victorieux. 1 heure plus tard, de retour dans ma chambre, je ne suis plus qu'un paquet de nerfs. L'image de ce grand guerrier couvert de la tête aux pieds de sueur, de crasse et de sang ne cesse d'embraser mon esprit. Nos estrellas, sortes de pendants magiques des lémuriens, au pelage calicot tout doux, sautent dans tous les sens sur mon lit. Les 2 plus petites sont en train de se battre pour mon oreiller. Je les réprimande. « Bettina, Tibetta, un peu de tenue, il y a assez de place pour… » Je tourne vivement la tête. Des pas précipités résonnent dans l'escalier en pierre du manoir. En effet,
Quelques instants plus tard, ma sœur Gisèle apparaît, le regard aussi affolé que ses cheveux lisses couleur miel. « On ne parle que de ça en ville. Philippe est mort ?» lance-t-elle d'une voix étranglée. Je la rattrape de justesse avant qu'elle s'étale de tout son long sur le sol. L'intensité croissante de sa voix provoque une crise de frénésie chez les Estrella qui se mettent à se pourchasser en faisant crisser leurs petites griffes sur le plancher sombre. « Gisèle, fais attention !»« C'est moi qui dois faire attention ?» s'indigne-t-elle tandis que je l'aide à se redresser. « Maeve, ton anniversaire a lieu dans moins de 3 mois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Mon 21e anniversaire. L'âge auquel je pourrais monter sur le trône, à condition d'être mariée d'ici là. Ma sœur n'a que quelques mois de moins que moi, mais mesure à peine 5 pieds, ce qui est plutôt petit pour une elfe. Je la domine largement. Cela ne devrait avoir aucune importance. Pourtant, en raison de sa frêle silhouette et de ses autres caractéristiques, j'ai toujours éprouvé un fort instinct protecteur vis-à-vis d'elle. Je lui caresse la joue et coince ses longs cheveux derrière son oreille. « Tu n'as pas l'air très en forme. Tu as pris l'élixir que j'ai préparé ?»« Oui, mais j'ai tout recraché, » répond-elle avec de grands yeux ronds, sans ciller. « Pourquoi ?»« Parce que le goût était atroce. » Je soupire. « Ce n'est pas censé être délicieux. Je l'ai conçu pour supprimer certains de tes ennuis. » Ah, le voilà, le célèbre haussement de sourcils interrogateur de Gisèle. « C'est une façon de voir les choses. » Je me radoucis. « Tu en as donné un peu à papa, comme je te l'ai demandé ?» Elle acquiesce. « Parfait. »« Ah non, on est même loin de la perfection, » s'insurge-t-elle en grimaçant. « Je t'assure, je n'ai jamais réussi à avaler ce truc. Franchement, ça a un goût de merde. » J'ai envie de rire, si seulement la situation s'y prêtait. Au lieu de quoi je m'éloigne en poussant un geignement désabusé. Je l'interroge. « Comment va-t-il » Les traits de ma sœur se décomposent. Sa tristesse est palpable. « C'est affreux, Maeve. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Pas qu'est-ce qu'on, mais qu'est-ce que je vais faire. J'ai déjà un nouveau plan. Je croise les bras, lève le menton et déclare « Je vais épouser un Bloodguard. » Gisèle hoche la tête d'un air songeur, puis s'affale sur mon lit moelleux au drap immaculé que les Estrella ont entre-temps déserté. Lorsqu'elle tourne la tête, je vois bien qu'elle est prête à en parler, ou plutôt à réduire mon idée en charpie. « Quelle taille ?» s'enquiert-elle. Je plisse le front, perplexe. « Tu veux savoir combien mesurera le Bloodguard que je choisirai ?»« Non, ton cercueil, Maeve. » « Es-tu donc devenue folle ?»« Les Bloodguards sont des tueurs en puissance. Ils écrasent tout sur leur passage. Et toi, tu veux en épouser un ?» Elle accompagne son argumentaire de grands gestes pour l'emphase. Je me redresse le plus possible en raidissant l'échine. « Si c'est ce qu'il faut pour libérer papa, alors oui, je le ferai. »« Mais quel Bloodguard, Maeve ?» Dit-13, l'ours métaphore en est à sa 3e épouse, en raison du décès accidentel des 2 premières. Dommage, tu aurais adoré lui raser le dos 2 fois par semaine, raille-t-elle. Gisèle. Elle brandit son index. Oh, il y a bien Aet, la magicienne. Seulement, même si elle aime les femmes, elle a été tellement traumatisée dans l'arène qu'elle refuse désormais de quitter sa villa. 1 million de pièces d'or, c'est ce qu'elle a gagné. Et elle a tout dépensé en fortification pour défendre sa maison contre tout le monde. Elle relève la tête. À ce jour, aucun de ceux qui ont tenté d'entrer chez elle n'en est revenu, poursuit-elle. Tu envisages d'être la première ? Gisèle. Et n'oublions pas Situ. Mes orteils, où sont mes orteils ? Quelqu'un aurait vu mes orteils ? Je pourfendrai celui qui a caché mes orteils, singe-t-elle. Je veux dire, combien de fois faut-il répéter à un sorcier que c'est lui qui a mangé ses propres orteils pour qu'il commence à le croire ? Ce n'est qu'une rumeur. En es-tu sûre, Maeve ? Elle secoue la tête, se repositionne sur les oreillers et reprend la parole en me devançant. Harrow ne compte que 5 Bloodguards, et ils représentent tous un danger pour toi. Ou en tout cas,
sont dangereusement loyaux envers le régent. Les 2 autres ont déménagé le plus loin possible de l'arène. Qui pourrait le leur reprocher? Personne. Ma sœur a raison, je l'admets. Depuis que je suis née, 7 combattants ont décroché le titre de Bloodguard. 7 individus dont les traumatismes sont profonds, les 2 derniers étant devenus de fidèles serviteurs de Victor. Toutes ces morts insensées! J'empoigne le bas de ma robe et m'en débarrasse tout en me dirigeant vers ma penderie. Je la jette dans le panier qui jouxte mon lit. Si seulement je pouvais me débarrasser aussi facilement des souvenirs de cette maudite journée. J'ouvre ma penderie, attrape les braies et les enfile. Mes gestes sont fébriles, mes mains tremblent tandis que je ferme les agrafes de ma blouse propre. Je m'arrête et prends une profonde inspiration pour tenter d'apaiser mon cœur qui s'emballe. Il y aura bientôt un nouveau Bloodguard, dis-je. Je le sais. Et je vais conclure un pacte avec lui pour qu'il... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.